Très bien, tout le monde, Internet est en ébullition. Aujourd'hui, nous revenons pour l'épisode conclusif de notre série Devenir Brigitte, car je sais qu'il reste encore beaucoup de questions en suspens. Brigitte Macron, la première dame de France, est-elle le père biologique d'Emmanuel Macron? On entend beaucoup cette question. Où est la véritable Brigitte Trogneux? Comme je l'ai dit, beaucoup de gens ont des théories et je pense qu'aujourd'hui, on peut se permettre d'explorer et de s'interroger sur ce genre de questions. Je vois qu'il y a des comptes TikTok qui se font sanctionner et bannir pour avoir abordé le sujet. Alors, bienvenue à nouveau dans Devenir Brigitte. Je pense qu'on peut dire sans risque que mon interview avec le journaliste Xavier Poussard a littéralement fait exploser Internet. Ça a clairement fait planter notre site web chez Candice. Beaucoup de personnes qui ne s'étaient jamais vraiment intéressées à la série ont vu le désormais célèbre comparatif côte à côte, la photo d'un jeune Jean-Michel à 18 ans, prise dans une école d'ingénieurs à côté de l'actuelle première dame de France, Brigitte Macron. Et ils ont soudainement pris conscience qu'il y avait quelque chose qui clochait vraiment. Oui, on peut être presque le jumeau identique de son frère alors qu'on est censé avoir, vous savez, 7 ou 8 ans d'écart. Mais cela ne semble pas être le cas. Les preuves photographiques s'y sont devenues, je pense, instantanément indéniables pour beaucoup de gens. Et maintenant, il y a beaucoup de personnes qui reviennent en arrière et se plongent dans l'histoire depuis le tout début, comme il se doit. Je recommande de ne pas commencer par cette interview puis de passer directement à cet épisode. Nous avons couvert tellement de choses. On ne peut comprendre comment un tel échange d'identité aurait pu être possible qu'en commençant à dresser la carte des personnages secondaires. C'est pour cela que nous avons pris notre temps ici, car il faut comprendre qui entoure ces personnes. Quel est leur réseau? De combien de pouvoir aurait-on besoin si l'on voulait créer ou détruire des identités? Et nous y sommes arrivés. Nous y sommes enfin arrivés. Alors tout d'abord, pour revenir à ce point, regardons à nouveau l'arbre généalogique d'Emmanuel. Et bien sûr, nous avons appris, et je vais le souligner ici, qu'il n'était pas, du moins il ne semble pas qu'il ait été proche de ceux qui sont censés être ses parents biologiques ou ses frères et sœurs biologiques, du moins d'après ce que l'on comprend de sa propre autobiographie, n'est-ce pas? Il n'a pas écrit à leur sujet, juste quelques phrases, mais il avait tellement de choses à dire sur la famille de Brigitte, et en ce qui concerne sa propre famille biologique, il n'avait vraiment beaucoup à dire que sur sa grand-mère. Et je pense que la plupart d'entre nous soupçonnent, et je peux dire que c'est certainement mon cas, que ce père et cette mère ne sont en réalité pas ses vrais parents. C'est le sentiment que j'ai simplement par rapport à la façon dont il les décrit. Eh bien, c'est ma grand-mère qui m'a appris à faire du vélo pour la première fois. Et je trouve aussi cela suspect. Encore une fois, c'est notre dernier épisode, donc on peut commencer à émettre quelques théories. Je me sens extrêmement méfiant face au fait qu'ils soient tous les deux médecins, qu'ils étaient médecins, que le père soit pédiatre et que ta mère, dont on pensait ou ne comprenait pas pourquoi elle travaillait à la sécurité sociale, était en réalité impliquée dans l'aide aux personnes transgenres pour obtenir de nouvelles identités. Cela ne nous rassure pas du tout à propos de cette nébuleuse qui les entoure. Ensuite, bien sûr, comme je l'ai dit, il y a le cas curieux de sa grand-mère qu'il appelle affectueusement Manette. Nous savons qu'il n'existe pratiquement aucune photo d'elle. La personne qui a essentiellement élevé Emmanuel Macron, encore une fois selon sa propre autobiographie, on ne nous en donne que 2 photographies. Pourquoi? Savons-nous même si c'était vraiment son nom? Elle aurait également été enseignante, soi-disant. Pourquoi est-il si difficile d'obtenir des photos qui témoignent de son enfance? Son nom était-il vraiment Germaine Haribeth Nogue? Avait-elle un autre nom qu'elle utilisait peut-être? Je vous fais part ici de ma propre démarche. Pourquoi n'avons-nous que ces 2 photos? Comme je l'ai dit par le passé, nous nous sommes strictement tenus aux faits. Aujourd'hui, au revoir. Nous allons nous permettre un peu plus de liberté. J'ai le soupçon que beaucoup de gens partagent, que l'on peut raisonnablement penser qu'il est plausible que toutes ces personnes aient plusieurs identités. Si vous avez quelqu'un dans la famille capable de détruire et de créer des identités, pourquoi ne pas en profiter? Et je pense aussi qu'il est important de prendre en compte la période. C'était un autre monde.
Vous savez, quand on pense à des proches qui ont grandi pendant la Première ou la Seconde Guerre mondiale, on parle d'êtres humains traversant des frontières nationales, de nations qui changeaient littéralement, de changements géographiques qui se produisaient selon qui gagnait ou perdait les guerres, n'est-ce pas? Il y avait des gens qui cachaient leur véritable identité, parfois par nécessité, par peur de la persécution, n'est-ce pas? Il fallait complètement obtenir des papiers d'identité, changer d'identité et se cacher dans différents pays. Eh bien, nous savons avec certitude que dans cette histoire en particulier, malgré ce qu'on essaye de nous faire croire en tant que public, au moins un côté de la famille a changé de nom ou qu'il y a eu au moins un membre qui a changé de nom. Et c'est un peu étrange que le public ait reçu cette histoire à propos des Trogno sans que quelqu'un ajoute en fait que nous avons inventé le nom de ce type. Parlons donc de cette famille Trogno, d'accord? Les Brigitte Trogno. Brigitte Trogno, d'où venait cette famille avant de s'installer à Amiens et de devenir une sorte de mafia? Parce que c'est ce que ça me semble être. On dirait que la famille Trogno fonctionne comme une mafia encore aujourd'hui. Ils sont censés être une famille de chocolatiers. Ils sont censés avoir cette histoire d'origine douce. Et c'est en fait la publication la plus récente que j'ai pu trouver dans le journal local d'Amiens qui parle de l'histoire de leur famille. C'était publié en 1990, je crois que c'était en 1991, peut-être en 1993, et c'était pour annoncer la naissance d'un autre membre de la famille Trogno. Et cela vous montre la lignée des pères des chocolatiers, n'est-ce pas? Donc au début, vous avez un Jean-Baptiste en 1852, il dirigeait la boutique, puis vous avez Jean, puis encore Jean, puis Jean-Claude, puis Jean-Alexandre. Et je vous montre cela parce que je veux que vous compreniez que tous les hommes de la famille Trogno porte le même prénom, Jean Trogno. C'est significatif. C'est aussi significatif parce que cela complique les choses, d'accord? Donc si on dit que Jean Trogno est vivant et en bonne santé, en réalité, ça ne vous avance pas beaucoup, n'est-ce pas? Est-ce le cousin, le frère, l'oncle, le neveu? Tous les hommes de la famille Trogno portent le nom de Jean Trogno. Et la plupart d'entre eux, d'ailleurs, pour être clair, ont plus d'un prénom, d'accord? Donc, tout d'abord, pour revenir à cette publication, si on peut la remettre à l'écran, ce premier Trogno original, Jean-Baptiste, oui, c'était un mensonge. En réalité, il ne s'appelait pas Jean-Baptiste. Le premier Jean qui s'est installé à Amiens et a ouvert cette chocolaterie, son vrai nom était en fait Marc-Étienne Xavier Trogno. Donc, ça fait simplement partie de l'héritage qu'ils ont inventé. Et je ne sais pas quelle est la raison ou le but de ce mensonge. Encore une fois, nous savons avec certitude qu'il s'appelait Marc-Étienne. Nous avons pu obtenir l'acte de naissance, cela n'est pas contesté parmi les généalogistes. Donc la question est simplement, pourquoi commencer par un petit mensonge sur l'héritage de sa famille? Est-ce parce que vous vouliez montrer une lignée? Ou bien une décision consciente a-t-elle été prise, pour une raison ou une autre inconnue du public, de raconter ce mensonge? Est-ce vraiment juste pour rendre les choses plus confuses? Avez-vous décidé qu'on allait appeler tout le monde dans la famille Jean? Pour quelle raison cela serait-il? Pourquoi auriez-vous pris cette décision? D'ailleurs, pour être clair, même les femmes de la famille ont des prénoms masculins en deuxième prénom. Nous allons donc ressortir cette photo de famille, la désormais célèbre photo de famille. On nous dit d'ailleurs que c'est Brigitte sur les genoux de sa mère. Elle ne ressemble en rien à Brigitte, mais nous allons nous en tenir à cette version. Encore cette photo? Pour vous rappeler, elle a été présentée au public par Mimi Marchand, à qui nous ne ferions pas confiance pour sauver nos vies. Mais vous pouvez voir que le deuxième prénom de Brigitte, son nom complet, est en fait Brigitte Marie-Claude Trogno. Brigitte Marie-Claude Trogno, ce qui est intéressant, d'ailleurs, pour être clair, parce que son père, comme vous pouvez le voir, n'a pas Claude dans son nom. Alors pourquoi porte-t-elle le nom de Claude Trogno? Son père s'appelle John George Trogno. Il a bien un fils, comme vous pouvez le voir juste au-dessus sur cette photo, un fils qui porte aussi Marie dans son nom. Son nom est John-Claude Marie-Joseph Trogno. C'est beaucoup de noms. On ne voit généralement pas cela dans les familles en dehors de l'aristocratie, n'est-ce pas? En dehors de l'aristocratie, où vous verrez 20 noms, remontant pour montrer leur lignée. Jean-Claude Marie, Joseph Brigitte, Claude Trogno. Et puis, bien sûr, nous avons notre gars Jean-Michel Henri Trogno à l'extrême gauche. Et puis, juste pour ajouter encore plus de confusion, les gens de la famille semblent épouser des gens qui portent les mêmes prénoms que leurs frères et sœurs, d'accord? Donc ce n'est pas très important que vous vous en souveniez. Vous pouvez laisser cette photo affichée parce que je veux juste continuer à l'examiner.
Mais Monique Trogneau, là, à droite, a épousé quelqu'un qui avait le même prénom que son frère. Donc, elle a épousé quelqu'un qui s'appelait Jean-Claude, d'accord? Un peu déroutant. Et puis Jean-Claude, le frère tout en haut, a épousé quelqu'un qui portait le même prénom que sa sœur, Brigitte. Il a épousé quelqu'un qui s'appelait Brigitte Poisson. Donc, elle est ensuite devenue Brigitte Trogneau. C'est à la fois très pratique et très déroutant. Et c'est pour ça qu'on peut facilement s'enfoncer dans ce terrier de lapin. Et cela pousse à se demander, comme je me le suis demandé, si cette confusion est intentionnelle. Parce que si tout le monde porte à peu près le même prénom, mon cerveau se dit que cela rendrait très facile le fait de circuler dans la famille. Et de partager des identités, non? Pour aller dire « je veux juste une pièce d'identité au nom de Claude Joseph ». Oh non, non, c'est mon nom. J'ai beaucoup de noms, mais en réalité, je suis Claude Joseph. Et donc peut-être que maintenant, je me fais passer pour Claude Joseph. Encore une fois, je spécule ici, mais pour être clair, cette image, en général, n'est pas une image avec laquelle je suis à l'aise. Parce que, comme je l'ai mentionné, nous ne faisons pas confiance à Best Image, parce que nous ne faisons pas confiance à Mimi Marchand. Et la première fois que cette image a été présentée au public, elle a été donnée au public. Au documentariste qui a dit qu'elle avait l'impression d'être interrogée par la police lorsqu'elle essayait, elle s'appelait Virginie Linhart. Tu te souviens d'elle? Elle a réalisé ce documentaire « Brigitte Macron, un roman français ». Et elle a dit qu'elle n'avait jamais été interrogée de cette façon. On ne lui a permis de parler qu'à certaines personnes, on lui a donné très peu de photos. Et toutes ces photos devaient passer par Best Image, l'agence de Mimi Marchand. Donc, c'est elle qui distribue ces images et, vu le passé de Mimi Marchand, accusée de faux et d'extorsion, je commence à me demander en quoi exactement Best Image est spécialisé, puisqu'ils avaient l'exclusivité sur toutes les photos du passé de Brigitte et n'en ont produit que quelques-unes. Sont-ils spécialisés dans Photoshop? Parce qu'il y a une chose que certaines personnes sur Internet ont remarqué, en fait plusieurs choses qui me semblent étranges à propos de cette photo. Tout d'abord, cette fille tout à droite, Monique Trogneau, d'accord? Regardez ses mains. Ça a l'air bizarre. Qu'est-ce qui se passe là? On dirait qu'il y a beaucoup de doigts, peut-être même trop de doigts. On dirait qu'il y a 6 doigts, dont 3 qui sont des moignons. Je veux dire, peut-être qu'elle faisait des signes de gang. Peut-être qu'elle fait partie d'un gang. Je ne sais pas, mais ça me paraît vraiment très étrange. Et la seule chose que je sais à propos de Photoshop, c'est que les gens disent qu'il est incroyablement difficile de retoucher des mains. C'est généralement là que les gens se font prendre à utiliser Photoshop quand on voit tous ces scandales. On savait que Kim Kardashian avait utilisé Photoshop à cause de ses mains. Il lui manque une main, il lui manque un doigt. Je ne sais pas pourquoi c'est comme ça. Encore une fois, je ne travaille pas dans ce domaine, mais il est vraiment très difficile de retoucher des mains et des doigts sur Photoshop. Et puis il y a le visage de Monique en général. Dès que je l'ai vue après avoir parcouru une grande partie de l'histoire de Brigitte, j'ai réalisé, et on peut remettre cette photo à l'écran, que Monique me semblait tout simplement familière. J'avais l'impression d'avoir déjà vu ce visage quelque part. On me dit que c'est une sœur aînée, mais honnêtement, elle ressemble beaucoup à cette photo, d'accord? Je me suis dit, cette photo ressemble vraiment, vraiment beaucoup à l'autre. Il est censé s'agir de 2 personnes différentes. On dirait, je ne sais pas, comment cela pourrait-il être 2 personnes différentes? Et si vous vous demandez ce qu'est la photo à gauche, c'est une photo de Brigitte. Apparemment, ils ont fouillé France 3 et sont tombés sur une vieille photo de 1989 de Brigitte, Brigitte Osier. Donc ça, c'est Brigitte après le mariage, Brigitte à l'époque où elle était enseignante. Et je trouve juste que ce visage m'est tellement familier. Mais bon, les frères et sœurs se ressemblent, non? Ce n'est pas un problème. On peut ressembler exactement à sa sœur. Alors je me suis juste dit, bon, laisse-moi voir quelques photos récentes de Monique. Peut-être qu'elles se ressemblent encore comme 2 gouttes d'eau. Et elles sont toutes les 2 encore en vie aujourd'hui, donc ça ne devrait pas être difficile de trouver des photos de Monique. Et en fait, il a été vraiment difficile de trouver des photos de Monique, malgré le fait qu'elle ait épousé un milliardaire d'Amiens, aujourd'hui issu d'une famille d'automobiles milliardaires. Monique Trogneau épouse ce type. Encore une fois, ce n'est pas important que vous reteniez son nom, Jean-Claude Guidet, qui possède la plus grande entreprise automobile milliardaire de France. J'ai compris qu'elle n'a tout simplement jamais pris de photos au cours de sa vie, à part celle-là. Impossible de trouver une photo de mariage, rien du tout. Et Xavier Poussard m'avait prévenu parce que je lui envoyais des messages en lui demandant « Comment est-ce possible ?» Enfin, voyons,
Comment peut-on épouser un milliardaire, épouser quelqu'un d'aussi important, et il n'existe aucune photo de vous? Et il n'y a qu'une seule photo de son mari. Je me dis, ce n'est pas possible. Je comprends la vie privée, mais là, ce n'est pas normal. Et Xavier m'a prévenu, ne commence pas à creuser, car rien n'a de sens. Dès que tu commences à t'intéresser à l'histoire, tu te rends compte que rien n'a de sens. Et c'est exactement ce qu'ils veulent en fait, te rendre fou, te pousser à vérifier des choses qui devraient être très simples. Et pour une raison ou une autre, c'est pratiquement impossible à faire. Malgré les grands noms de ces familles, malgré leur proximité avec le pouvoir, il est pratiquement impossible de vérifier quoi que ce soit. Quoi que ce soit. Alors, j'ai simplement décidé de laisser tomber. Mais il y a une chose qui, à mon avis, n'a aucun sens. Et c'est très étrange. Et j'aimerais beaucoup inviter le public à participer à cet incroyable mystère. D'accord. Beaucoup d'entre vous soupçonnaient que ces familles étaient peut-être toutes apparentées. Les Osier, les Trogneau et les Macron sont-ils tous de la même famille? Y a-t-il une chance que Brigitte Macron, comme certains d'entre vous l'ont demandé, soit en fait le père d'Emmanuel Macron? Maintenant, pour être clair, je n'ai jamais fait cette déclaration parce que je voulais que cette série reste factuelle et m'éloigner de mon instinct et être comme Xavier et ne m'appuyer que sur les documents et les choses que nous pouvions confirmer. Mais il se passe évidemment beaucoup de choses ici, beaucoup de preuves qui suggèrent et pointent vers la conclusion que le secret semble être plus grand que le simple fait d'avoir une femme transgenre, n'est-ce pas? Je veux dire, repensez au moment que nous avons évoqué ici, où le président Emmanuel Macron se tourne vers sa femme, Brigitte, pour obtenir des réponses basiques sur le passé biographique de sa famille. Souvenez-vous de cette scène dont nous vous avons parlé lorsqu'il parlait à un homme politique et que ce dernier lui a dit « Hé, ta sœur habite près d'ici. Où habite-t-elle » Et Emmanuel se fige et regarde Brigitte. Pourquoi ne sais-tu pas où habite ta sœur, Emmanuel? Qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi a-t-on l'impression qu'il existe cette relation où, peut-être, toi et Brigitte est, je ne sais pas, plus qu'une épouse, c'est certain. Pourquoi a-t-on l'impression que Brigitte te tient un peu la main? Pourquoi a-t-on l'impression que tu as toujours été guidé par des personnes plus puissantes que toi? Nous savons avec certitude, et nous l'avons confirmé comme lors du dernier épisode, qu'il a été guidé tout au long de sa carrière par David de Rothschild, une famille qui est connue et dont il est avéré qu'elle a pratiqué l'inceste. D'accord? Pourquoi et comment Emmanuel Macron s'est-il autant rapproché des Rothschild? Tellement proche que son collègue a dit « Ce type ne savait même pas ce que voulait dire Ibida, et pourtant il est devenu le plus jeune associé gérant. » Nous avions compris que, quoi qu'il en soit, David Rothschild le tenait par la main. On ne pouvait tout simplement pas remettre en question le pouvoir qui lui était accordé. Et on se moquait de lui en réunion parce qu'il ne connaissait rien à la finance. Pourquoi David Rothschild a-t-il veillé à ce qu'Emmanuel soit accompagné de si près? Le vice, c'est bien, mais l'inceste, c'est mieux parce que ça reste dans la famille. C'est une citation directe de la cousine de David Rothschild, Nathalie Reams Rothschild, et au cas où vous ne me croiriez pas, voici un extrait où elle le dit, d'ailleurs. Écoutez bien. Et comme nous le faisions souvent dans ces familles, le vice, c'est bien, mais l'inceste, c'est mieux. Parce que ça reste dans la famille. Elle l'a dit en anglais. Elle s'est passée directement du français à l'anglais et a dit « c'est ce qu'on dit dans notre famille ». Le vice, c'est bien, mais l'inceste, c'est mieux. Il y a ensuite eu une biographie écrite par l'auteur Nathalie Livingston intitulée « Les femmes de Rothschild », qui a en quelque sorte révélé le désir maniaque de la famille Rothschild de préserver leur fortune et leur pouvoir dans le monde. Un désir tellement maniaque qu'ils pratiquaient l'inceste familial. C'est tout simplement indéniable. C'est un fait, d'accord? Et apparemment, ils ne l'ont fait que jusqu'à ce que cela ne soit plus socialement acceptable. Jusqu'à la fin du 19e siècle, les amis, juste avant que nous parlions de cette famille Trogneau. C'est tout simplement incroyable. Puis ils ont dit « c'est fini, plus jamais ». Et ce qui est intéressant dans ce livre, c'est que Nathalie Livingston explique que la raison à cela, c'est le testament de l'original Rothschild, Mayer Amschel Rothschild. Elle dit, je cite, « Tout remonte à ce testament ». Dans ce testament, Mayer Amschel Rothschild affirmait que rien n'était plus important que la famille, et cela à n'importe quel prix. Il s'agissait de préserver l'unité de la banque et l'intégrité du nom. Il ne fait aucun doute que l'endogamie n'a pas dû être bénéfique. Par exemple, il y avait énormément de problèmes de santé mentale qui touchaient la famille.
Je ne peux pas croire qu'il n'y ait pas de corrélation entre les unions endogames et les problèmes de santé mentale. Elle explique ensuite comment cette mentalité au sein de la famille était si forte qu'il croyait que toute femme qui sortait de la famille en termes de choix de l'homme qu'elle épousait était maudite. Comme si tu étais maudit parce que tu n'as pas épousé ton cousin, ton frère, ton oncle, peu importe qui. Alors, bien sûr, votre cerveau vagabonde et vous commencez à penser naturellement dans cette histoire. Pourquoi David de Rothschild a-t-il choisi Macron? Un gars qui, selon ses collègues, ne savait même pas ce qu'étaient les bidas, et pourtant David Rothschild a décidé de faire de lui le plus jeune associé directeur de l'histoire de la banque. D'accord? L'objectif d'une banque est de réaliser des bénéfices. Si vous êtes un Rothschild, vous vous souciez de faire du profit. Bien sûr, si vous tenez, surtout de façon obsessionnelle, à vous assurer que votre pouvoir ne disparaisse pas dans le monde, la dernière chose que vous feriez serait de choisir un type obscur qui ne connaît rien et de le faire grimper les échelons. Vous ne vous écarteriez de cet objectif évident de vouloir que la banque gagne de l'argent que s'il existait quelque chose de plus important que l'argent, et ce serait le pouvoir, n'est-ce pas? Et vous ne feriez cela que s'il y avait du népotisme, selon moi. C'est comme si vous disiez « je te fais gravir les échelons parce que tu es de ma famille ». Et ce qui compte le plus pour moi, c'est que cette banque et tout ce que tu fais reste dans la famille. On donne un emploi à quelqu'un, non pas parce qu'il est qualifié dans ce sens, mais parce qu'il fait partie de la famille, n'est-ce pas? Comment et pourquoi David de Rothschild s'est-il autant rapproché de la famille Macron, composée de médecins, et de la famille Trogneux, chocolatier, n'est-ce pas? Comment? Ce que je peux vous dire, et encore une fois, nous sommes ici purement dans la spéculation, c'est que mon instinct personnel a toujours été que si vous deviez pratiquer l'endogamie, un père, une relation père-fils serait peut-être trop proche. J'ai toujours pensé que si cela avait lieu, on chercherait plutôt un oncle. J'ai l'impression que c'est une histoire classique, comme un oncle qui abuse d'un enfant, c'est ce que mon cerveau imagine tout de suite, ce que mon cerveau cherche instantanément. Et il s'avère, les gars, vous n'allez pas me croire, mais ce schéma de prénoms similaires dans chaque famille et entre les membres de la famille s'étend aussi à la famille Macron. Rappelez-vous, il n'y a pas de photo connue à ce jour d'Emmanuel Macron avec ses parents lorsqu'il était enfant. C'est dingue, non? Nous savons que son père, la personne qu'on nous présente comme son père, s'appelle bien sûr Jean-Michel Macron. Mais il y a un autre Jean-Michel dont nous n'avons pas encore parlé et c'est peut-être le plus important. L'oncle Jean-Michel Nogue. Ajoutons-le maintenant à l'arbre généalogique d'Emmanuel pour que vous puissiez visualiser, d'accord? Donc son père est Jean-Michel, sa mère est Françoise Nogue. Eh bien, Françoise Nogue a un frère et avait un frère. Comme vous pouvez le voir, il est décédé en 2006 et il s'appelait Jean-Michel Nogue. D'accord, cela a attiré mon attention. Encore une fois, je descends dans le terrier du lapin. Je veux juste identifier qui est qui, d'accord? C'est le frère du docteur France Nogue, celle qui aide les personnes transgenres à obtenir de nouvelles pièces d'identité. D'accord, incroyable. Et elle a aussi dit, comme nous l'avons souligné, que pour elle, Brigitte n'est pas une belle fille. Hein? Qu'est-ce qu'elle est pour vous? Bon, continuons simplement à descendre dans ce terrier du lapin. Eh bien, ce qui est drôle, c'est qu'Emmanuel Macron n'a pas suivi le parcours habituel du catholicisme, d'accord? Il n'a pas été baptisé enfant. En fait, ses parents ne sont pas religieux. Il a choisi lui-même d'être baptisé à l'âge de 12 ans alors qu'il était à l'école La Providence. Donc, 2 ans avant de rencontrer l'amour de sa vie, Brigitte, il a décidé de prendre une décision. Ce qui est, je veux dire, c'est incroyable, non? Dire « je veux être baptisé ». Et c'est quelque chose d'étrange? Je pense que c'est quelque chose de remarquable. Enfin, pas quelque chose d'étrange, mais quelque chose de remarquable à faire pour un enfant de 12 ans sans l'accompagnement de ses parents. Mais ce qui est intéressant et que nous n'avons pas encore mentionné, c'est qu'il a choisi son oncle, Jean-Michel, pour être son parrain lors de son baptême. Donc, les baptêmes ne sont pas censés être simplement un acte de vanité. Je sais qu'aujourd'hui, ils le sont devenus. Je vais juste choisir un parrain ou une marraine, alors qu'en réalité, je n'ai aucune foi en Dieu, aucune foi en la religion. Je trouve juste que ce serait cool ou quelque chose comme ça. C'est un peu l'interprétation moderne. Or, cela a une signification spirituelle importante. Cette personne est censée être choisie pour être celle qui va te guider spirituellement tout au long de ta vie. Si jamais il t'arrivait quelque chose, c'est la personne à qui tes parents feraient confiance.
Si jamais il arrivait quelque chose à tes parents, pardon, il s'agit censément d'une personne à qui tes parents confieraient la mission de te guider spirituellement. Pour le reste de ta vie, Emmanuel Macron a choisi Jean-Michel Nogue, son oncle, d'accord? Je vais lire ceci directement du livre de Xavier Poussard. Il a écrit, je cite, « Un personnage en particulier a retenu notre attention, l'oncle maternel d'Emmanuel Macron, Jean-Michel Nogue. Il était important. Emmanuel Macron l'a choisi comme parrain lorsqu'il a décidé de se faire baptiser. Le rôle de la marraine est évidemment revenu à Manette. Né le 25 décembre 1940 à Nèves et décédé le 6 octobre 2006 à Amiens, Jean-Michel Nogue n'était pas un simple médecin généraliste, mais bien plus que cela. Il était un membre éminent du conseil de la faculté de médecine d'Amiens, comme l'indique sa nécrologie publiée par ses collègues dans le Courrier Picard. Rappelez-vous, c'est le journal d'Amiens. Il était également président de Domus Medica, une société civile immobilière regroupant de nombreuses organisations locales de professionnels de santé. Ensuite, il enchaîne, ce ne sont que des amis pour le conseil départemental, blablabla. C'était donc un homme important. C'est une personnalité majeure. Je me suis donc dit, cet homme, l'oncle Jean-Michel, doit forcément être photographié quelque part. Peut-être une photo de lui et d'Emmanuel le jour du baptême, peut-être à la Providence. Je ne sais pas. Peut-être le jour du mariage d'Emmanuel Macron avec Brigitte? On doit bien pouvoir trouver une photo de ce type dans les cercles médicaux, non? Et vous n'allez pas en croire vos yeux, les gars. Et bien sûr, vous allez y croire. Tout d'abord, il est mort en 2006, l'année précédant le mariage d'Emmanuel Macron avec l'amour de sa vie, Brigitte. Et concernant les photos, bien sûr, Xavier Poussard a tenté d'en obtenir. Il s'est rendu spécifiquement aux archives de la faculté de médecine où Jean-Michel, l'oncle Jean-Michel, travaillait à Amiens et s'était forgé une réputation remarquable. Et devinez quoi? Pour une raison quelconque, il a refusé la demande. Donc nous n'avons aucune photo de lui. Il est mort en 2006 et nous n'avons aucune photo de lui datant de l'époque où il était en vie et manifestement très présent dans la vie d'Emmanuel. Je ne sais pas pourquoi Emmanuel ne lui a pas consacré un chapitre entier. Son oncle, avec qui il était si proche spirituellement, son guide. Vous savez, ce n'est pas le genre de choses qu'on oublie, non? La personne dont vous pensez qu'elle va vous guider spirituellement pour le reste de votre vie. Vous savez, vous fréquentez une école catholique, vous comprendriez l'importance d'une telle rencontre. Pourquoi l'as-tu choisi? Cela ne veut rien dire. Ça pourrait ne rien signifier, les gars. Ou ça pourrait tout signifier, d'accord? Encore une fois, cela montre surtout l'incroyable nature inutilement secrète qui entoure cette famille. Les gens existent sur le papier, ils n'existent pas en photo, puis ils disparaissent, non? Il faut imaginer d'ailleurs que l'oncle Jean-Michel aurait vécu à Amiens en même temps que Jean-Michel Trognot y aurait vécu pendant tout son mariage avec la femme qu'il a épousée. Je n'arrive absolument pas à me souvenir de son nom. Qui était Jean-Michel Trogonomé, Véronique Droux? Ils faisaient tous partie de cette petite communauté très soudée. On doit bien l'imaginer, non? En même temps, mais qui sait? Ils disparaissent soudainement tous les deux, comme par magie, en un instant. Bref, c'est ce qui arrive quand on commence à creuser un peu. D'ailleurs, ils ne réfutent jamais rien. Si vous demandez « Et pourriez-vous juste clarifier cela? Peut-on avoir une photo ici, à la place ?» Ils attendent que tous ceux qui enquêtent sur cette affaire fassent une erreur, puis ils poursuivent les gens en justesse. Faites une erreur en posant des questions pertinentes et vous risquez d'être poursuivis si vous vivez en France. Pire encore, vous pourriez finir en prison. Des personnes ont été emprisonnées pour avoir enquêté sur cette histoire, arrêtées pour s'y être intéressées. Xavier a raison. C'est fait pour rendre tout le monde fou. On saute d'un terrier de lapin à l'autre, sans fin. Et puisqu'on parle de terrier de lapin, nous devrions maintenant discuter plus en détail du petit dodu, le petit gros, comme l'appelle Xavier, récemment présenté. Par les médias comme preuve que Jean-Michel existe? Écoutez, je veux être très clair. Je n'ai aucun doute qu'il existe un Jean-Michel à Amiens. On dirait que c'est le prénom de tout le monde là-bas. Tout le monde s'appelle Jean-Michel, donc ne comptez pas sur moi pour être surpris. Quand ils disent « Nous avons trouvé un Jean-Michel », j'en ai déjà trouvé environ 6. Vous vous dites sûrement « Candice, oui, il y a tout simplement trop de Jean-Michel dans chaque branche de cette famille. Je ne sais plus vraiment à quoi me fier. Eh bien, nous devons au moins essayer de comprendre qui est ce petit gars dodu et s'il s'agit bien du même Jean-Michel que celui qui apparaît sur la première photo de famille des Trognot.
D'abord, je voudrais juste faire une petite pause pour parler de certains de nos sponsors. Jacked Up Fitness en fait partie. Avec la confirmation historique de RFK Jr., le mouvement Make America Healthy Again est enfin là. C'est pourquoi je suis enthousiaste de vous parler de Jacked Up Fitness. Georges et moi allons bientôt déménager et nous avons hâte d'avoir une salle de sport complète à la maison, installée par ces gars-là, malgré notre emploi du temps chargé. Nous avons hâte de profiter de la commodité d'avoir cette expérience complète de salle de sport directement chez nous. Le Jacked Up Power Rack Pro est une salle de sport à domicile tout en un de qualité professionnelle, tout ce dont vous avez besoin pour un entraînement complet du corps dans votre garage ou une pièce libre. Et écoutez bien ça, je viens d'apprendre de l'équipe de Jacked Up que RFK Jr. lui-même va faire installer un Jacked Up Power Rack Pro dans son nouveau bureau à Washington, D.C. Ainsi, il pourra continuer ses propres entraînements tout en dirigeant l'initiative Make America Healthy Again pour nous tous. Le pack Power Rack Pro est livré avec un ensemble complet de disques en caoutchouc de leur marque et un banc entièrement réglable pour l'inclinaison et le déclin. Donc, si vous débutez en musculation, ne vous inquiétez pas. Il propose des séances vidéo d'entraînement complet du corps que vous pouvez littéralement lancer et suivre. Donc, plus d'excuses. Obtenez la salle de sport de vos rêves à la maison dès aujourd'hui sur getjackedup.com et vous pouvez utiliser le code promo Candice pour économiser 10% sur l'ensemble de votre achat. Prenez du muscle, brûlez des graisses, commencez votre parcours fitness dès aujourd'hui sur getjackedup.com avec le code promo Candice. Aussi, je sais que beaucoup d'entre vous en ont assez de payer des mensualités élevées rien que pour avoir un téléphone portable. Eh bien, il est temps de laisser tomber votre contrat sans fil hors de prix et de rendre visite à mes amis de Pure Talk, car vous n'avez pas besoin de payer $100 par mois juste pour obtenir un téléphone gratuit. Et Pure Talk, qui est mon opérateur mobile, dit non au prix gonflé. Avec un forfait éligible, vous pouvez choisir un iPhone 14 ou un Samsung Galaxy pour $0. Et oui, il s'agit d'un service premium sur le réseau 5G le plus fiable d'Amérique. Alors obtenez votre iPhone 14 ou votre Samsung Galaxy pour $0 avec un forfait éligible en allant sur puretalk.com/Owens. Vous pouvez effectuer la transition en 10 minutes à peine. Aucune complication, aucune arnaque, juste un service mobile honnête à un prix juste. Rendez-vous sur puretalk.com/Owens pour réclamer votre nouvel iPhone ou Galaxy avec un achat éligible. De la part de Pure Talk, l'opérateur mobile américain, rendez-vous sur puretalk.com/Owens pour plus de détails. Très bien, reprenons là où nous en étions. Essayons d'identifier le petit gros, le petit dodu, d'accord? Il est important que je continue de vous rappeler que le public est manipulé d'une manière qui ferait rougir même Sigmund Freud. Il était le père du gaslighting. D'accord, il manipulait de petits enfants. On en reparlera un autre jour. Il est tellement facile de simplement présenter des photos de l'actuelle première dame dans les années 80 ou des photos d'elle avec son frère Jean-Michel à n'importe quel moment de sa vie. D'accord, c'est tellement facile. Ne laissez pas les médias vous manipuler et prétendre que c'est insensé. C'est exactement le contraire. Ce sont eux qui sont fous de ne pas simplement mettre fin à tout cela. Même si, pendant ces années d'enseignement très actives et très photographiées, même si elle en trouvait quelques-unes d'elle et de Jean-Michel ensemble durant ces années-là, je dirais « d'accord, cool ». Il n'y a qu'une seule grande photo de réunion de famille que j'ai pu trouver depuis cette photo de famille prise dans les années 1950 à Amiens. Et cette photo a en fait été publiée en 1991 dans un magazine allemand et je vais vous la montrer. Maintenant, vous pouvez voir à droite, là, nous avons Brigitte, désormais Brigitte Osier. Et il manque Jean-Michel sur cette photo. Il n'y a pas de Jean-Michel sur cette photo. Et il s'agissait, soi-disant, de toute la famille réunie pour célébrer le 50e anniversaire de mariage du père, Jean-Georges Trognot, et de sa femme, Simone. Alors pourquoi tous les frères et sœurs encore en vie ne seraient-ils pas présents? Cela ne semble-t-il pas être un événement important à manquer? Ce serait vraiment simple de pouvoir dire que tous les frères et sœurs sont là parce qu'on ne rate tout simplement pas les 50 ans de mariage de ses parents en 1991. Nous savons que Jean-Michel n'est jamais mort officiellement, d'accord? Il n'est jamais décédé sur le papier. Il est toujours vivant, selon Brigitte Macron. Mais ce qu'il fait, en revanche, ce qu'il a fait, quelle est sa carrière, personne ne le sait. Personne ne sait. On nous dit, dans un livre écrit par une journaliste qui a trouvé la situation très suspecte en enquêtant, Emmanuel Anizan, qu'on lui a dit à Amiens qu'il joue simplement aux cartes avec ses amis. J'imagine que c'est juste un homme discret qui n'a jamais quitté Amiens. C'est ce qu'on est censé croire.
Il n'a jamais quitté Amiens après son divorce avec Véronique Drew. Maintenant, il est simplement à la retraite et joue aux cartes dans un café avec ses amis. D'accord, personne ne sait vraiment ce qu'il a fait. Ainsi, alors que les questions atteignaient un point culminant parmi le public français, lorsqu'ils se sont rendus compte que, pour une raison quelconque, ce frère avait été en quelque sorte mis de côté, l'histoire de Brigitte. Et maintenant, on leur dit que, eh bien, lui et Brigitte étaient si proches qu'à son mariage, elle a signé lors de sa cérémonie très privée avec Véronique Drew. Elle a signé en tant que témoin et aussi, à son mariage à elle, il était le témoin principal. Les gens se demandent, qu'est-ce qui se passe ici? Où est cette personne? Soudainement, les médias ont dû commencer à inventer des réponses. Et la réponse qu'ils ont donnée était « Oh, un petit gars un peu rond ». Comme je l'ai évoqué avec Xavier Poussard, on nous dit que ce gars, c'est Jean-Michel, extrêmement discret, qui a grandi. Maintenant, je peux vous dire tout de suite, au cas où vous vous poseriez la question, que le programme informatique chinois du Forum économique mondial dit non, ce n'est pas le Jean-Michel que nous recherchons, le petit garçon sur la photo. Je peux vous montrer cette correspondance juste ici. Le taux de confiance est de 54%. Maintenant, Xavier précise que lorsqu'il s'agit de lunettes, pour être tout à fait clair avec vous, la technologie ne veut pas que vous utilisiez des personnes qui portent des lunettes ou des lunettes en général. Ils mettent en garde, cela peut parfois modifier l'ombre du visage d'une manière différente. Mais vous pouvez voir ici, quand on vous montre cela, qu'on parle d'un taux de confiance de 52% pour le petit joufflu à côté de lui. De toute façon, ce serait plus simple, plutôt que d'avoir à utiliser la technologie, si le palais de l'Élysée disait tout simplement « Oui, c'est bien Jean-Michel Troniel, celui que vous cherchez, le même que sur cette photo. Photo de famille de 1953, prise à Amiens. » C'est tellement facile à dire. Mais ce n'est pas leur genre. La clarté, ce n'est pas leur truc. La simplicité non plus. Leur truc, c'est le secret, le silence, la menace, les poursuites. Alors, à la place, pour être clair, dans la première lettre qu'ils m'ont envoyée, cette lettre de 100 pages, qui était en réalité une occasion de me dire de ne pas publier ma série, je vous dis ceci et cela. Jean-Michel que vous cherchez, ce petit garçon à gauche, est bien vivant. Et ils auraient pu tout simplement me fournir des photos de ces années manquantes, mais ils ont préféré gâcher cette occasion en m'envoyant à la place des captures d'écran du petit bonhomme lors de l'inauguration d'Emmanuel Macron. Voilà ce qu'ils m'ont envoyé. Voici le texte exact. De plus, Jean-Michel est récemment apparu en public. Il a assisté à l'investiture du président Macron en 2017 et en 2022. Lors de votre passage dans l'émission Piers Morgan Uncensored le 12 juin 2024, vous avez parié 100 000 $ avec Piers Morgan qu'il ne pourrait pas trouver de photos de Jean-Michel Trogneau, sous-entendant que cela réfuterait vos fausses affirmations. Vous trouverez ci-dessous des images publiques de Jean-Michel Trogneau, extraites de vidéos des investitures du président Macron en 2017 et 2022. Lors de l'investiture, vous verrez que non seulement Jean-Michel est présent, mais qu'il apparaît également dans le même cadre que Brigitte Macron. La preuve irréfutable que vous cherchiez pour réfuter vos affirmations. D'accord, c'est incroyable. Gardez ça à l'écran une seconde, d'accord? C'est incroyable pour de nombreuses raisons. C'est incroyable que le palais de l'Élysée, au lieu de nous fournir un document, un passeport avec des éléments caviardés, mais peut-être juste son nom, un permis de conduire, n'importe quel document pouvant servir de pièce d'identité, des photos d'eux ensemble en train de grandir, parce que notre problème, c'est qu'on m'envoie des captures d'écran d'une investiture avec un type en arrière-plan. C'est démystifié. Jean-Michel existe. Comme je l'ai dit, il y en a 27 qui existent. Je n'ai aucun doute qu'un Jean-Michel Trogneau existe quelque part à Amiens. En fait, il y en a probablement une vingtaine. Mais bien sûr, ils m'ont pris pour un imbécile, d'accord? J'ai déjà compris leur manège, pour ainsi dire. Les noms et... Tout dépend de la façon dont on pose les questions. Ça ne veut rien dire de me dire qu'un Jean-Michel existe, mais ça voudrait tout dire s'il répondait simplement à une question basique sur l'identité de celui qu'ils prétendent être Jean-Michel. Alors nous sommes retournés les voir avec une question précise. Ainsi, en ce qui concerne leur... Il n'aurait pu subsister aucune confusion. Nous étions clairs. Nous publierons la vérité. Voici la formulation que nous avons utilisée dans notre lettre de réponse. Parce que les Macron contestent le fond des reportages et des opinions de Candace, nous souhaitons leur donner l'occasion de présenter leur version des faits et de dissiper toute rumeur dans la presse. À ce titre, nous proposons n'importe quelle date et heure durant les mois de janvier, février et mars 2025 pour une interview entre Candice et vos clients.
Candice, sa productrice et un vidéaste se rendront en Europe et organiseront un traducteur ainsi qu'un studio où les Macron pourront répondre aux questions. Comme vous le savez, le premier recours pour un plaignant en diffamation est la mitigation, en utilisant les opportunités disponibles pour contredire le mensonge ou corriger l'erreur et ainsi minimiser son impact négatif sur la réputation. Nous offrons une telle opportunité. Pour faciliter cette interview, nous proposons à l'avance les questions suivantes. Nous leur avons donc donné cette opportunité plusieurs semaines avant de commencer cette série afin de répondre à une question précise concernant Jean-Michel lors de l'inauguration. Et voici la question que nous avons posée. J'attire votre attention sur le numéro 3. L'homme que vous avez montré lors de l'inauguration du président Macron, ainsi qu'aux inaugurations de 2017 et 2022, est-il le même individu que celui qui apparaît tout à gauche sur la photo de famille Trogneau prise à Amiens? Oui, je comprends bien votre jeu, d'accord? Ne me donnez pas de nom. Dites-moi, est-ce la même personne? Et bien sûr, vous savez, nous n'avons jamais eu de réponse. Ils ont eu l'énergie et la frustration d'écrire la lettre et de dire que c'est un mensonge. Et nous leur avons laissé un délai de 2 semaines pour simplement nous répondre par oui ou par non à cette question. Et je vous le promets, d'accord, la main sur le cœur, sur la vie de mes enfants, s'ils avaient répondu et dit oui, c'est lui, je rapporterai cette information aujourd'hui parce que je n'ai aucun intérêt à m'engager dans ce terrier de lapin dans le but de monter une théorie du complot, d'accord? Il y a quelque chose de très inquiétant avec cette famille. Et peut-être que le plus gros problème avec cette famille, c'est leur refus de répondre à des questions basiques tout en prétendant être victime de ces mêmes questions au même moment. C'est de la mauvaise foi. Tout simplement de la mauvaise foi. Donc, sans aucune réponse de leur part, alors qu'ils se taisent soudainement face à ces questions très simples par oui ou non, nous avons décidé d'essayer d'identifier l'homme à l'aide des images de l'inauguration. Qu'est-ce que cette capture d'écran? Ils nous ont donné, dans leurs annotations, un lien YouTube, des heures d'images de l'inauguration, et nous avons décidé de tout passer en revue. Très bien. Équipe juridique du Palais Eliezer, nous relèverons le défi et examinerons tout cela. Peut-être qu'il y a cette ambiance familiale que nous pouvons percevoir. La première chose que je dois noter, c'est que lors de ces 2 inaugurations, Jean-Michel ne se tient pas avec la famille. Pour les discours de Macron, d'accord? Ni lors de l'une ni de l'autre inauguration. Lors de l'inauguration de 2017, voici une image. Il se tient avec un groupe de prêtres, d'accord? Et quand on regarde les images, la famille marche tous ensemble en descendant la ligne pour saluer les gens. Et Laurent, qui serait, entre guillemets, la fille de Brigitte. Lui parle très brièvement. Ils disent tous bonjour. Et c'est comme si tu devais traverser et dire bonjour. La famille descend et il est salué. 2 bises sur la joue par Emmanuel Macron. Mais il ne se tient pas avec sa famille. Peut-être qu'il est arrivé en retard. D'accord, peut-être qu'il est juste arrivé trop tard. On l'a fait entrer. Ok, très bien. Mais ça ne peut pas arriver 2 fois. D'accord. Ce qui est aussi intéressant, c'est que Jean-Claude, son soi-disant grand frère, il n'était pas non plus avec ou quoi que ce soit, était aussi présent. Ce jour d'inauguration. Et pourtant, Jean-Claude, lors du déjeuner qui a suivi ce discours, était assis à une table avec ses frères et sœurs. Il était assis, Jean-Claude était assis avec Brigitte. Voici une photo de ce déjeuner, d'accord? Pas Jean-Michel, pas la personne qu'il prétend être Jean-Michel. Pour une raison quelconque, il n'était pas assis avec ses frères et sœurs. Alors, c'est en français, en bas, il est écrit, cela a d'ailleurs été publié en 2023. Fait intéressant dans Paris Match. Et il parlait de la famille Trogneau. Et ils ont omis de mentionner que Jean-Michel, comme on nous le dit maintenant, était à cette inauguration, sans être assis à cette table avec ses proches, sans être assis avec son frère, sans être assis avec Brigitte. Et ce qui est écrit là en bas, c'est « à la table de Brigitte, son frère Jean-Claude et des proches ». D'accord, intéressant. Peut-être qu'il avait besoin de prendre l'air. Qui sait, peut-être qu'il n'avait pas envie de s'asseoir là. Peut-être qu'ils ont une relation étrange. Mais laissez-moi vous dire, ça va devenir encore plus étrange lors de l'inauguration de 2022 parce qu'en parcourant les images, je remarque une fois de plus que Jean-Michel n'est pas debout. Nulle part près de la famille pendant le discours. Était-il encore en retard? Je ne sais pas, mes amis. Je vais vous montrer ça parce que ce qui est encore plus gênant, c'est que lorsque Emmanuel termine son discours et fait la marche, il se dirige vers la section de la famille, le voici, et il fait un effort particulier pour embrasser et serrer tout le monde dans ses bras aux côtés de Brigitte.
Vous verrez Brigitte, juste un pas derrière lui, s'arrêtant volontairement pour embrasser et enlacer. Tous les membres de la famille. Vous pouvez les voir, ils commencent à se pencher. Ils s'avancent. Regardez-moi. Je vous aime. Oh, prenons notre temps ici. Tiffany a l'air si fier. Maintenant, il ne marche avec personne d'autre que Brigitte. Je ne suis pas exactement sûre de qui est ce type, mais ce que nous voyons ici, ce sont des neveux, des cousins. Nous sommes en mesure de confirmer qui sont toutes ces personnes. C'est clairement la section de la famille. Et encore une fois, je veux être clair, ce sont les deux côtés de la famille qui se tiennent dans cette section. Ce ne sont pas seulement les Macron, c'est aussi évidemment la famille de Brigitte. Et vous allez le voir. Je vais juste laisser défiler parce qu'il est important que vous remarquiez les différences ici. D'ailleurs, au cas où vous voudriez vérifier par vous-même, cela se passe à la 43e minute de l'inauguration. Il commence à passer en revue sa famille. Maintenant, vous voyez Laurent, un autre enfant de Brigitte, d'accord, embrassant ses enfants. Et maintenant, derrière, vous avez celle qui est censée être sa mère biologique, le docteur Franz Nogue, qui passe son temps à aider les personnes transgenres à obtenir de nouvelles pièces d'identité. C'est la section famille, d'accord? Il n'y a aucun doute. La personne qu'ils prétendent être Jean-Michel pour une raison quelconque ne veut toujours pas se tenir avec sa famille, d'accord? Vous avancez rapidement. Donc, encore une fois, c'est à la 43e minute. Ensuite, il faut avancer jusqu'à la 51e minute pour le voir enfin s'approcher de Jean-Michel. Et il y a quelques points que je vais vous signaler. Maintenant, voici la capture d'écran où l'équipe juridique a eu l'audace de dire, dans le même cadre, il est sur la même photo que sa sœur Brigitte. Ce qu'ils ont omis de dire, c'est que Brigitte l'ignore complètement. Je veux dire, elle ne dit absolument pas un mot à l'individu censé être son frère. Regardons cela ensemble et observons à quel point Emmanuel Macron est mal à l'aise avec cet individu. Donc, vous voyez cela si vous écoutez en audio. C'est son frère. C'est censé être Jean et Michel. D'accord? Ils ne répondront sûrement pas à cela, mais c'est censé être la personne qu'ils essayent de nous faire croire être son frère. Rien n'est dit. Emmanuel, Brigitte l'ignore complètement. Oh, voilà l'image où ils essaient de faire croire qu'elle est bien là avec son frère. Elle ne dit pas un mot. D'accord? Vous pouvez revenir en arrière et regarder ça, je ne l'invente pas. Elle passe juste à côté sans s'arrêter. Qui ferait ça à son frère le jour de l'investiture? Emmanuel Macron maintenant. J'ai l'impression que si j'étais en présence de mon beau-frère, je me dirais qu'il faut que j'aille le voir en premier, non? Je ferais mieux d'aller le voir en premier. Et puis Emmanuel se dit « Oh d'accord, il faut que je dise quelque chose. » Un petit « au revoir » amical et c'est tout. Bon, maintenant mettons cette image sur pause. Avec qui est-il en train de parler? Revenons un peu en arrière si tu peux, Marc. Vous voyez ce type en arrière-plan? Vous voulez savoir avec qui il se trouve? David Rothschild. Jean-Michel est debout aux côtés de David Rothschild. Eh bien, je suis vraiment étonnée par ça. Parce que Jean-Michel n'a pas fait carrière dans la banque. Jean-Michel a peut-être fait carrière dans la boulangerie, mais pas dans la banque, n'est-ce pas? Il est censé être issu d'une famille de chocolatiers. Il n'a jamais quitté Amiens. Nous ne trouvons aucune preuve qu'il ait quitté Amiens. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Quel est son lien avec David Rothschild? Pourquoi est-il là? Et s'il vous plaît, essayez de donner un sens à tout ça. Encore une fois, je suis juste une personne ordinaire. Je n'ai que l'instinct de la rue. Mais je dois vous dire, toute ma famille est tout au bout là-bas. Et j'ai décidé de ne pas m'asseoir avec eux, de ne pas rester avec eux, mais d'être seul avec la sécurité et David Rothschild. Mesdames et messieurs, qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui se passe? Avez-vous vraiment l'impression que c'est un membre de la famille? Non. Brigitte, une fois de plus, ne veut pas de Jean-Michel à sa table. Ils étaient si proches quand elle s'est mariée avec André Lewis. S'il te plaît, j'ai besoin que tu sois le témoin. Si proche quand il s'est marié avec Véronique Drew, il a dû y avoir une énorme dispute familiale pour qu'il en soit arrivé à ne même pas vouloir, même lors de l'inauguration, rester avec la famille. Ça a vraiment dû être un désastre absolu, une rupture familiale totale. Et encore une fois, quel rapport les Rothschild ont-ils avec Amiens? Je trouve simplement que c'est un thème incroyable ici. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie? Qu'est-ce que tout cela veut dire? Eh bien, ce que cela signifie, c'est que, malheureusement, les gars, je ne peux pas répondre à ces questions pour vous, et pour l'instant, Xavier Poussard non plus. Mais ce que cela signifie, c'est que pour la première fois, au lieu que le monde entier
soit manipulé par les médias traditionnels, qu'on lui fasse croire qu'il n'y avait rien ici et que Candice souffrait de psychose postpartum en enquêtant sur cette histoire, maintenant, des millions et des millions de personnes dans le monde entier vont s'y intéresser. Des millions de personnes ont regardé cette série, des millions envoient des emails, des millions enquêtent et quelqu'un, quelque part, sait quelque chose. Quelqu'un, quelque part, a vu quelque chose. Quelqu'un, quelque part, peut-être, pourra trouver une photo de Jean-Michel Nogue dans les archives des centres médicaux où il a travaillé tout au long de sa brillante carrière. Quelqu'un, quelque part, reconnaît peut-être de quel Jean-Michel il s'agit, d'accord? Quelqu'un, quelque part, connaît peut-être la réponse au mystère de ce qui est arrivé à Brigitte Trognaux. Où est Brigitte Trognaux? A-t-on donné un autre nom à Brigitte Trognaux? Brigitte Trognaux est-elle morte jeune après avoir eu des enfants? Je ne connais pas les réponses à ces questions. Il a fallu à Xavier Poussard, et à des personnes comme Natacha Ray presque une décennie de leur vie pour nous amener à ce point. Beaucoup d'entre eux ont renoncé à leur liberté. Natacha Ray a fait des allers-retours avec un diagnostic de cancer, torturée par la mafia Trognaux, comme je l'appellerais, parce qu'ils agissent comme une mafia dès que vous commencez à fouiller là-dedans. Nous allons vous harceler légalement si vous commencez à poser ces questions, car c'est ce que nous préférons faire plutôt que de répondre à quoi que ce soit. Ils ont sacrifié une décennie de leur vie à enquêter sur tout cela. Et maintenant, nous avons la possibilité de faire éclater tout cela au grand jour. Donc, si vous avez des informations sur cette famille, peut-être que vous êtes quelqu'un assis en Algérie et que vous vous dites « Oui, je me souviens de lui. Oui, que se passe-t-il en Algérie ?» À cette époque, peut-être que vous êtes allé à l'école avec Jean-Michel Trognaux. Peut-être que vous êtes dans l'armée française et que vous remarquez quelque chose d'étrange concernant l'accès à ces dossiers parce qu'il y a un dossier. Il y a un dossier militaire qui est verrouillé en ce qui concerne Jean-Michel Trognaux. Encore une fois, quelque chose qui est censé être accessible au public, mais qu'ils refusent de rendre disponible. Et ils veulent juste nous faire douter de la réalité à ce sujet. Il est tellement discret, mais il assiste quand même à l'inauguration, mais il est si réservé qu'il ne veut pas se tenir avec la famille, ni être impliqué avec eux. Il préfère se tenir avec David Desrothschild. Aidez-moi, les gars. Si vous avez des informations, veuillez les envoyer à info@candiceowens.com. C'est mon instinct. Oui, je suis d'accord avec ceux d'entre vous qui commentent en ce moment que nous sommes potentiellement face à un cas d'inceste. C'est ce que je ressens au fond de moi. Il doit s'agir d'un secret tellement énorme que cela expliquerait leur réaction de cette manière, car c'est une forme de violence de traiter les journalistes ainsi. C'est une sorte de violence émotionnelle de faire ce genre de choses, et ils agissent comme s'ils savaient que les conseils c'est bien, mais que l'inceste c'est mieux et que tout doit rester dans la famille. Bref, avant de répondre à certaines de vos questions, je veux vous rappeler notre dernier sponsor, Nimi Skincare. Vous savez à quel point je les adore, je les recommande tout le temps sur mon Instagram. C'est vraiment une entreprise formidable si vous êtes prêt à garder l'élan du nouvelle année, nouveau mois et que vous cherchez une bonne routine de soins de la peau, des formules douces aux traitements luxueux. Nimi propose tout ce dont vous avez besoin pour garder une peau éclatante. En ce moment, vous pouvez utiliser le code CANDICE10 lors du paiement pour profiter de 10% de réduction sur votre commande. Que vous preniez soin de vous ou que vous fassiez une surprise à un proche, c'est le moment idéal pour essayer les soins transformateurs de Nimi, à un prix exceptionnel. Nimi Skincare n'est pas simplement une autre marque de beauté. C'est une célébration de la foi, de la famille et de la liberté fièrement fabriquée aux États-Unis. Si vous recherchez quelque chose d'extra doux, les formules pures et sans parfum de Nimi sont idéales pour les peaux sensibles et pour ceux qui souhaitent une approche authentique du soin de soi. Alors, utilisez le code CANDICE10 dès aujourd'hui sur nimiskincare.com. Cela s'écrit NIMI skincare.com. Utilisez le code promotionnel CANDICE10 et vous économiserez 10% sur votre achat. Offrez-vous ou à quelqu'un de spécial le cadeau d'une peau éclatante et rafraîchie. Soyez fort jusqu'en 2025. nimeskincare.com, code promo CANDICE. Je veux également ajouter ici, les gars, si vous appréciez cette série, nous l'avons évidemment gardée entièrement gratuite. Beaucoup de travail a été consacré à cela. Cela signifierait beaucoup pour moi si vous regardiez cela en ce moment et que vous preniez juste quelques secondes pour aller sur candiceowens.com et acheter du matériel. Vous pouvez acheter une tasse Candice Standing et nous avons différentes couleurs disponibles. Tout est faux et gay parce que c'est, vous savez, faux et gay façon années 90. C'est une façon de nous soutenir
Vous pouvez aussi acheter mon prochain livre qui parle du féminisme, goodkindofsoms.com, et vous bénéficierez en fait d'une réduction en le précommandant. Préparez-lui un sandwich. Vous pouvez aussi simplement faire un don, vous inscrire, rejoindre ma série sur les vaccins. C'est un tout autre terrier de lapin dans lequel plonger pour les parents afin de comprendre ce qui arrive aux enfants et les vaccins, et pour en apprendre davantage sur la mafia médicale et les personnes qui prennent conscience du fait qu'il existe une mafia médicale. J'adorerais que vous nous souteniez, quelle que soit la manière, afin que nous puissions continuer à rendre ces informations importantes accessibles gratuitement, sans les mettre derrière un paywall, ce que je n'ai jamais envisagé de faire. Je veux dire, comment pouvez-vous parler d'une histoire qui implique l'inceste et des enfants, les activités criminelles du gouvernement, puis faire un teaser et le mettre derrière un paywall? Je veux que ces sujets restent accessibles gratuitement. Et nous avons pu le faire en grande partie grâce aux personnes du monde entier qui nous soutiennent, quelle que soit la manière. Donc, si vous le pouvez, je vous demande tout simplement d'aller sur Candice et de donner ce que vous pouvez, d'acheter ce que vous pouvez pour soutenir et simplement montrer que vous avez vraiment apprécié cette série. Ce serait incroyable. Très bien, les amis, passons à certaines de vos questions qui arrivent en ce moment et j'espère être en mesure d'y répondre. Cette personne vient tout juste de recevoir mon livre Becoming Brigitte aujourd'hui. J'ai hâte de m'y plonger. Merci à vous et à votre équipe pour tout le travail formidable que vous accomplissez. Honnêtement, les amis, ce podcast n'est qu'une infime partie du travail que Xavier Pouzard a réalisé et a mis dans son livre. Il y a bien plus de criminels pédophiles dont j'aurais pu parler et auxquels j'ai pensé. Mais on veut que cette série avance. Il faut vraiment creuser en profondeur. Je veux dire, même aujourd'hui, en vous parlant de l'oncle, on n'en était même pas encore arrivé là. Et oui, voir le succès de ce livre, des gens qui demandent déjà les droits pour le traduire dans différentes langues. Je reçois des emails au nom de Xavier qui arrivent. Je suis tellement heureux pour lui parce que, comme je l'ai dit, sa famille, quel sacrifice. On ne voit plus de journalistes comme ça aujourd'hui, prêts à tout abandonner et à changer radicalement leur vie pour dire la vérité et s'opposer au véritable pouvoir, au pouvoir systémique et à l'abus. Nadia nous envoie plein d'émojis de vomi rien qu'en parlant du sujet de l'inceste. On est tout à fait avec toi. Et c'est incroyable d'entendre quelqu'un dire ça sur scène et l'admettre aussi librement. Ali dit « Candice, les médias m'ont monté contre toi pendant si longtemps. Je suis vraiment désolée, mais je suis là maintenant et je reste parce que tu es l'une des personnes les plus élégantes et inspirantes que j'ai jamais entendues. Merci de toujours dire la vérité. Totalement pardonné, je sais. Tellement de gens ont entendu des mensonges sur moi l'année dernière. Quand j'ai commencé à me pencher sur cette histoire, il semble que ce soit l'un des moments où tout a basculé et qu'ils ont commencé à essayer de faire croire aux gens que j'étais littéralement Adolf Hitler. C'est littéralement le récit. Il y a quelques semaines, juste avant que nous commencions cette histoire, ils sont ensuite sortis pour essayer de convaincre le public que j'inspirais des fusillades dans les écoles. Je veux dire, c'était fou, complètement fou de voir ce que les médias sont capables de faire à quelqu'un quand il s'approche un peu trop près de la vérité. Et je pense que nous nous réveillons tous à des moments différents. Et commençons à remettre en question notre relation avec les médias. Pour moi, c'est arrivé un peu plus tôt que pour toi, Ali, mais j'ai eu ce moment aussi. Je croyais tout ce que je lisais parce que, presque, il faudrait être fou pour penser que les médias protègent en réalité le mal et attaquent le bien, mais c'est la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Nous en prenons conscience et c'est en fait une belle chose de s'éveiller à cela et d'avoir l'humilité d'admettre que l'on s'est trompé. Peu de gens ont cette humilité. Ils se disent juste « j'ai dit ça pendant des années, donc je dois continuer à le dire ». Alors bienvenue. Je suis contente de t'avoir. Waves écrit « tu es incroyable ». Merci à vous pour ces compliments. J'en ai besoin aujourd'hui. J'étais tellement fatiguée aujourd'hui. Quand on est enceinte, il y a des jours où on se dit juste « je n'y arrive pas ». Et j'ai eu ce genre de matinée et maintenant je me sens super bien et incroyable. Mickaël écrit « vendredi devinette, faux alunissage, meurtre de Manson, scène F, MLK ». D'accord. Donc, j'ai annoncé que demain, j'annoncerai ma prochaine série et c'est une grosse... On ne va pas la commencer demain, mais je vais l'annoncer demain. Alors, vous ne voudrez pas manquer l'épisode de vendredi et elle devine. Alunissage, meurtre de Manson, Epstein, MLK, JFK, le certificat de naissance d'Obama. Je t'aime tellement. J'adore toutes ces suppositions. Il faudra attendre pour voir. Allison vient d'écrire qu'elle a en fait un don à l'émission. Alors, merci pour ça, Allison. On l'a bien reçu. Killy écrit « Salut Candice, merci pour ton journalisme incroyable pendant l'interview. Xavier a dit que Mimi s'était brouillée avec la famille. Personne ne lui a reparlé depuis. J'ai l'impression, même si c'est louche, qu'elle pourrait avoir les infos dont on a besoin. Elle est actuellement en procès. Elle risque potentiellement d'être condamnée.
Il y a eu un énorme scandale. Je me souviens en avoir vaguement lu, mais ça concerne quelqu'un comme Nicolas Sarkozy. C'est fou ce qu'elle faisait pour obtenir du chantage, c'est vraiment son domaine. Tu vois ce que je veux dire? Donc, tu peux te pencher là-dessus. Si tu fais juste une recherche sur Nimi Marchand, tu peux suivre cette affaire. Je n'ai pas de mise à jour, je n'ai pas d'infos récentes à te donner comme ça, mais elle est bien impliquée. Et oui, bien sûr, ils ont forcément dû prendre leur distance puisqu'ils font toujours semblant que tout le monde autour d'eux est un criminel, sauf eux, ce qui est franchement ridicule. Brian écrit « Wow, ça y est, le patrimoine génétique est si mélangé et confus dans les familles Trogno et Macron qu'il est difficile de les identifier individuellement. » Et oui, c'est là le but, je crois. KH écrit « Macron était en direct sur TikTok plus tôt. Tout ce que j'ai vu dans les commentaires, c'était ton nom encore et encore. Fantastique. C'est fantastique. J'ai hâte d'aller le trouver. Il traverse une crise de relations publiques et essaie de la surmonter en souriant. Ça ne va pas marcher. Ce scandale est désormais officiellement trop important. Et à mon avis, Emmanuel Macron doit démissionner parce que vous avez menti à plusieurs reprises au peuple français. Vous avez harcelé des journalistes. Vous êtes un monstre. Et pas un monstre de votre propre fait. Vous avez été pris pour cible quand vous étiez enfant et une partie de moi a de la peine pour vous. Mais vous êtes une personne brisée et ce que vous avez fait est impardonnable en tant que dirigeant d'un pays. Ce que vous faites est impardonnable. Et plus personne ne vous prend au sérieux. Il va d'ailleurs bientôt aller en Amérique et c'est tout simplement ridicule de prétendre qu'il a le moindre pouvoir. Vous savez, peu importe l'ombre qui se cache derrière vous, faites-la venir pour qu'elle puisse discuter avec le président Trump. Nous savons que vous avez été créé. Vous n'êtes pas réel. Vous n'avez aucune pensée qui vous soit propre. Vous êtes le candidat Manchou. Et vous n'avez absolument aucun pouvoir. Et c'est pourquoi je ne vous ai pas craint lorsque vous avez envoyé une lettre, parce que pour moi, vous n'êtes absolument personne. Et ce que je ressens, c'est votre peur d'être vu. Et ce qui m'effraie, c'est que des gens vous ont décrit, vos propres gens vous ont décrit comme presque psychopathe pendant le Covid, comme si vous preniez plaisir à faire du mal aux gens. Et je me demande à quel point votre enfance, à être façonnée par la personne avec qui vous êtes marié, a eu un impact là-dessus. Enfin, Eddie écrit « J'ai trouvé une interview de Brigitte en train de parler et elle ressemble exactement à la mystérieuse personne trans de ta vidéo précédente. Tu fais un sans faute, Candice. Ce n'est pas moi, ce sont les Français. J'ai la chance que Xavier m'ait apporté cela et j'ai la chance d'avoir le courage de regarder quelque chose et d'être, tu sais, dénigré, caricaturé et traité de folle par les médias. Et en réalité, cela ne fait que renforcer mon engagement envers cette cause parce que je sais ce qu'est les médias. Et je me sens reconnaissante. Je me sens vraiment honorée que ce public ait grandi, que vous me fassiez confiance pour vous apporter des histoires qui peuvent sembler folles au début. Croyez-moi, celle de demain va sembler folle au début, mais vous me faites confiance pour ensuite vous la dévoiler. Et au fond, ce que toutes ces histoires ont en commun, c'est que vous reconnaîtrez les médias pour ce qu'ils sont. C'est une entité malveillante qui ne protège pas le peuple. C'est exactement le contraire. Elle protège la structure de pouvoir mondialiste. Alors merci à vous de me faire confiance pour cela. Évidemment, nous serons là demain. Veuillez vous rendre sur candiceowens.com et soutenir notre indépendance. Et on se retrouve alors.